Bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Colavi. Vous êtes bien calés sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse, et vous êtes dans votre magazine Israël le Mag. Avec Laurent à la technique dans son aquarium, son tuba comme d'habitude, qui va nous accompagner pour la technique tout le long de cette matinée jusqu'à 11h30. Et puis notre chroniqueur spécifique de Israël le Mag, notre ami Chaim Musican, qui nous accompagne aussi. Bonjour Chaim. Bonjour Serge, bonjour Laurent et bonjour aux auditeurs de Colaviv et également à tous ceux qui peuvent nous suivre en direct sur YouTube, chaîne Colaviv. Et sur le www.radiocolaviv.org, c'est ça ? .fr, pardon. Serge. Voilà, et puis bien entendu sur le 101 FM de la radio. Alors, Chaim, avec vous, peut-être faire le point sur la situation un point de façon très précise avant de nous dérouler notre programme. Oui, bien sûr, nous allons parler avec nos différents invités de la guerre. Aujourd'hui, c'est le 135e jour de la guerre. Alors, il y a bien sûr le 7 octobre, c'est 1200 Israéliens qui ont été massacrés. Et puis, il y a le nombre de soldats qui sont morts, qui n'arrêtent pas de croître, puisqu'il y a encore eu un attentat mortel avant-hier au carrefour de Ram qui a coûté la vie à 2 soldats. Depuis le 7 octobre, 571 soldats de Tsahal sont morts et 233 depuis le début de l'opération terrestre. Et bien sûr, il faut ajouter les otages. Ils sont 134. Et puis un chiffre dont on ne parle pas beaucoup, c'est le nombre de blessés qui, ce matin, s'est levé à 14 233. Alors, on sait très bien que ces blessés, ce sont des éléments très importants pour une charge émotionnelle, une charge physique aussi pour tous ces jeunes qui sont blessés. Et à différents niveaux, bien entendu, il y a 500 encore blessés qui sont dans les hôpitaux, il y a des situations très dramatiques. Et c'est quelque chose d'important. Merci de le signaler, en tout cas, Chaim. Peut-être maintenant, Chaim, on aimerait bien avoir le déroulé de l'émission. Eh bien, écoutez, le déroulé sera bien sûr consacré à l'actualité immédiate. Dans une première partie, nous reviendrons sur les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, hier soir, lors d'une allocution, a indiqué que la victoire sur le Hamas passait par la conquête de Rafah, et on en parlera avec Meir Masri. Meir Masri, qui est maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et puis, bien sûr, nous évoquerons la situation des otages. Ils sont 134. Et nous recevrons Daniel Sheikh, qui est le responsable diplomatique du Forum des familles des otages. Et enfin, avec Bernard Musican, qui vient de rentrer d'Israël, eh bien, nous aurons le regard d'un juif de France qui a vu des choses, qui a participé à des choses et qui se pose la question de retour en France, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire? Un programme bien chargé et nous allons de suite rejoindre notre premier invité. Donc Meir Masri, comme vous l'avez signalé, maître de conférence à l'Université de Jérusalem, géopolitologue. Bonjour Meir Masri. Bonjour. Alors, Meir Masri, comme le rappelait le Chaim Musican il y a quelques secondes, l'objectif du Premier ministre, c'est Rafah, sans attendre la réponse pour les otages. C'est une situation compliquée d'attaquer Rafah parce qu'il y a plus d'un million de Gazaouis dans cette ville qui contient une ville qui est de l'ordre de 200 000, 150 000 habitants, et si elle devait se vider, ça serait quand même assez facile pour Israël. Mais il y a plusieurs situations à définir, en tout cas, notamment la relation spécifique que doit avoir Israël avec l'Égypte.
des indications égyptiennes qui sont assez bizarres parce que quelquefois on entend le premier ministre, le président, le ministre des Affaires étrangères qui dit que de toutes les façons il n'y aura jamais de problème entre Israël et l'Égypte par rapport au traité de paix. Égypte qui prépare quelque chose dans le Sinaï mais qui dit qu'il ne veut pas recevoir des Gazaouis. Alors, quelle est votre analyse et qu'est-ce qu'on doit retirer de cette leçon? Bon, alors, tout d'abord, soyons clairs, l'objectif stratégique de la guerre, alors bien sûr, on veut libérer nos otages et c'est un élément très important des combats qui se déroulent dans la bande de Gaza, mais c'est important sur le plan humain, juif, sioniste, tout ce que vous voulez, mais l'objectif stratégique de la guerre, c'est le démantèlement du Hamas. Ça veut dire mettre un terme au Hamas en tant que pouvoir, en tant que gouvernement dans la bande de Gaza, ainsi que les milices qui lui sont alliées et subordonnées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la guerre n'a pas de sens sans la poursuite des combats jusqu'à la frontière égyptienne. Ça veut dire reprendre l'ensemble du territoire qui était aux mains d'Israël avant le retrait unilatéral de 2005. Ce qui signifie donc que l'entrée dans le gouvernorat, ça veut dire la province sud, qui a pour capitale Rafiah ou Rafah, Rafiah en hébreu, Rafah en arabe, est absolument indispensable. Alors maintenant, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, puisque plus de 80% des personnes qui se trouvent aujourd'hui dans la ville de Rafiah et dans ses environs sont des réfugiés du nord de la bande de Gaza et du centre. Israël a un plan, Tsahal a un plan très bien élaboré qui va être dévoilé quelques jours, peut-être même quelques heures avant l'entrée dans Rafiah, pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Et donc, Tsahal ne va pas pénétrer dans la ville de Rafiah dans l'état actuel des choses, avec 1,3 million personnes dedans. Maintenant, alors, quelles sont les implications de cette attaque? Alors, tout d'abord, l'un des enjeux, c'est la relation avec l'Égypte. L'Égypte qui a fait savoir à plusieurs reprises que le traité de paix de Camp David, le traité de paix israélo-égyptien de 1978, interdit à Israël de masser des troupes à la frontière sans son autorisation. Alors, il n'y a rien de plus faux. C'est complètement bidon comme argument, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut comprendre que la péninsule du Sinaï a été divisée en 3 zones au moment de la signature du traité de paix. Il y a la zone A, la zone B et la zone C. Donc A, c'est la zone limitrophe au canal de Suez, B, c'est la zone centrale du Sinaï, et puis C, c'est la zone limitrophe à Israël. Et puis plus on se rapproche de la frontière avec Israël, les effectifs égyptiens militaires sont réduits, et puis dans la zone C, ça veut dire le tiers du Sinaï côté Israël, c'est une zone qui est complètement démilitarisée, où l'Égypte ne peut faire entrer que des forces policières, et toute intervention de forces militaires nécessite une autorisation préalable de la part d'Israël. Et Israël a accordé à plusieurs reprises une autorisation à l'Égypte, notamment dans le cadre de la guerre menée par les Égyptiens contre le groupe État islamique dans le Sinaï il y a quelques années. Maintenant, les Égyptiens sont des gens extrêmement susceptibles. Vous avez demandé à ce moment-là, est-ce qu'Israël aussi démilitarise une zone frontalière côté israélien? Alors, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'en réalité, c'est Israël qui a restitué le Sinaï à l'Égypte et qui donc avait posé ses conditions. Mais Israël a bien voulu accepter parce que bon, les Égyptiens étaient très à cheval là-dessus, non pas de démilitariser, mais de réduire les effectifs militaires sur une petite zone qu'on a appelée la zone D. La zone D. Donc la zone D, elle est du côté israélien. C'est une zone très très fine qui longe la frontière internationale entre Israël et l'Égypte. Quelques centaines de mètres de profondeur, c'est vraiment sans intérêt sur le plan stratégique et sur le plan militaire. C'était justement pour faire plaisir aux Égyptiens. Mais Israël peut faire entrer dans cette zone 4 bataillons. Bon, 4 bataillons, c'est déjà pas mal. Alors les Égyptiens vous disent, oui, mais vous ne pouvez pas entrer dans Rafia parce que c'est une zone D. Or, c'est complètement faux parce que le traité de paix israélo-égyptien explique très clairement dans un paragraphe consacré à la bande de Gaza, que la zone D s'arrête avant la bande de Gaza. Autrement dit, la bande de Gaza, comme d'ailleurs c'est dit de façon explicite dans le traité de paix, a un statut spécial. Et donc Israël peut entrer toutes les forces
qui souhaitent faire entrer dans la bande de Gaza. Cela n'entrave en rien le traité de paix entre Israël et l'Égypte. Deuxième élément, les Égyptiens vous disent oui, mais il y a le corridor de Philadelphie, ça veut dire là, en fait l'autoroute qui longe la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, 14 km de long, ne peut être occupée par Israël parce que sinon c'est une atteinte au traité de paix. Là aussi, c'est complètement faux parce que le traité de paix entre l'Égypte et Israël stipule de la manière la plus explicite et la plus claire que le corridor de Philadelphie est aux mains d'Israël, Cela a été rappelé lors d'un accord, d'un protocole additionnel en 1995 dans le sillage des accords d'Oslo, après l'accord de Gaza-Jéricho, que ce corridor reste sous contrôle strict de l'armée israélienne, Et c'est Israël qui s'est retiré de manière unilatérale en 2005 de la bande de Gaza et également de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, et donc s'est retiré de ce fameux corridor de Philadelphie de façon unilatérale à la demande explicite du gouvernement Sharon. Mais encore une fois, cet accord donc, il y a eu des arrangements sécuritaires qui ont été signés avec les Égyptiens, et dans ces accords, il dit clairement que si l'un des signataires, l'une des parties, s'avère être incapable d'assurer le rôle donc, qui lui est qui est indiqué dans l'accord, eh bien, l'accord est nul et non avenu. Et c'est ce qui s'est passé en 2007, puisque l'une des parties, c'était l'autorité palestinienne, qui s'est effondrée dans la bande de Gaza à la suite du coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir. Par conséquent, Israël aurait pu, en réalité, dès 2007, reprendre le contrôle du corridor de Philadelphie. Seulement, le gouvernement Olmert a décidé de ne pas le faire, et puis Netanyahou, par la suite également, a laissé faire. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a décidé, en intervenant à Gaza, de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire, le contrôle militaire, et également du corridor de Philadelphie. Autrement dit, cela n'entrave en rien le traité de paix israélo-égyptien, ni même les accords d'Oslo, ni aucune disposition juridique quelconque. Donc voilà, à partir de là, moi, je considère que toutes les déclarations égyptiennes sont des déclarations de pure propagande destinées à l'opinion publique égyptienne, et cela ne tient pas du tout la route, et par conséquent, ça n'empêchera pas Israël. Alors, ce qui est le plus marrant, c'est que les Égyptiens ont mobilisé des forces à la frontière avec Israël, soi-disant pour transmettre un message clair à Jérusalem, un message clair, alors que ces forces ont été mobilisées après avoir demandé à Israël la permission. Donc, c'est complètement absurde. Donc, vous voyez, moi, je pense que les relations avec l'Égypte ne seront pas affectées. Il n'y a pas de risque d'embrasement ou de guerre. Les Égyptiens ont peur qu'il y ait un débordement à Rafia qui provoquerait un exode massif de la population gazaoui vers l'Égypte. Et pour cela, comme vous l'avez indiqué dans votre question, plutôt dans l'introduction, eh bien, les Égyptiens commencent à construire une zone limitrophe à la bande de Gaza, à la préparer, entourée d'une clôture sécuritaire de 7 mètres de hauteur, et dans laquelle eh bien, les Gazaouis qui fuiraient le territoire éventuellement vont être amenés à stationner. Alors, les Égyptiens ont nié cela, bien entendu. Ça a été divulgué avant-hier matin sur le compte Twitter d'un groupe qui s'appelle le groupe Sinaï pour les droits de l'homme, un groupe d'opposants égyptiens bédouins basés à Londres, avec des photos, des témoignages qui ont été authentifiés et des preuves assez invraisemblables. Et puis, finalement, les Égyptiens ont fini par reconnaître cela hier, voilà, alors qu'ils l'ont nié avant-hier. Donc, tout ça nous montre un petit peu le manque de transparence et de crédibilité, finalement, qui est clairement affiché. Et à cela s'ajoute, bien entendu, la question de la contrebande d'armes, pas seulement d'armes d'ailleurs, de matériel vers la bande de Gaza pendant toutes les dernières années, alors que les Égyptiens assuraient bien protéger la frontière et détruire les tunnels. Et j'en veux pour preuve les propos de l'ancien président Hosni Moubarak le 25 février 2020 lors du procès d'un groupe de frères musulmans au Caire. Moubarak s'était exprimé en tant que témoin et il a dit clairement: lorsque j'étais président, je cite, nous savions que des tunnels n'avaient pas été détruits par l'armée
et j'ai pris la décision de laisser faire pour des raisons humanitaires et pour faire pression sur Israël. Autrement dit, les Égyptiens ont laissé faire, les Égyptiens avaient connaissance de l'existence de tunnels qui n'ont pas été détruits, alors que lorsqu'il était au pouvoir, Moubarak a toujours nié cela. Il a toujours prétendu que les tunnels étaient systématiquement détruits. Voilà, donc je pense à partir de là, ce manque de crédibilité, ce manque de transparence, ce double jeu parfois, eh bien, incite Israël à être prudent et à être ferme également et intransigeant. Je pense que l'opération de Rafia est absolument nécessaire, elle est indispensable et elle ne nécessite pas l'accord des Égyptiens, ni en vertu des accords de paix de Camp David, ni en vertu du traité sur les checkpoints de 2000, ou des arrangements plutôt sécuritaires sur les checkpoints de 2005. Alors, Meir Masri, vous l'indiquez, l'opération à Rafah aura lieu. Alors, si d'aventure elle avait lieu pendant la période du Ramadan, est-ce que ça ne risquerait pas de provoquer une certaine colère dans les pays arabes? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une crainte d'un embrasement, peut-être voire même d'une intifada en Judée-Samarie? Non, pas du tout. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a aucun lien entre la violence, a priori, et le mois du Ramadan. Euh, le Hamas a pris l'initiative il y a quelques années de lancer des roquettes ou des missiles sur les agglomérations israéliennes, notamment le Negev occidental, pendant le mois de Ramadan, pendant le mois du Ramadan. C'était devenu un petit peu une tradition. C'était le Hamas. C'était uniquement le Hamas. Or, nous sommes déjà en guerre avec le Hamas. Donc, à partir de là, je ne pense pas que cela aurait de retombées sécuritaires sur Israël. Maintenant, concernant le risque de troisième intifada, nous sommes en plein troisième intifada. Parce que c'était quoi la deuxième intifada? Deuxième intifada, c'était une campagne terroriste menée et orchestrée par plusieurs organisations terroristes euh, et à leur tête le Hamas. Nous sommes déjà en guerre, et c'est une guerre qui est beaucoup plus dure que celle euh, dont nous avons dû faire face lors de la deuxième intifada. Donc je pense que l'embrasement est déjà là en réalité. Je ne pense pas qu'il y ait un risque supplémentaire. Ceux Alors, qui veulent aujourd'hui entrer en guerre contre Israël peuvent le faire déjà. C'est une occasion pour tout le monde, pour le Hezbollah, pour les Houthis, pour le Hajj al-Sha'abi en Irak, pour les milices iraniennes en Syrie, pour l'Iran lui-même. Donc s'il y avait une volonté d'entrer en guerre contre Israël ou d'orchestrer des actes de terreur de masse, eh bien c'est l'occasion ou jamais, et d'ailleurs ils n'hésitent pas à le faire. alors, Meir Masri, pour revenir à cette clé de Rafah, justement, pour terminer le travail d'après le Premier ministre israélien pour arriver à la victoire finale, mais est-ce que la possibilité de récupérer d'abord les otages, mais surtout d'abord de faire pression sur les responsables du Hamas à Gaza, notamment Sinbar et Mohamed Def, qui sont toujours encore là, mais qu'on n'entend plus. D'ailleurs, on va voir une vidéo de Sinbar dans les tunnels, s'échappant et avec sa famille. Et la régie va nous le mettre en ligne. Et puis aussi, on reviendra sur cette réalisation le sauvetage de ces deux. Voilà, là, nous voyons donc Sinbar s'échappant, se fuyant avec sa famille. Voilà. Et donc on a cette situation, si ces gens-là ne sont pas arrêtés ou bien éliminés, est-ce que ça va être considéré comme une non-victoire pour Israël? Non, pas du tout. Alors là, je rappelle que les États-Unis, la coalition internationale, a défait Al-Qaïda avant l'assassinat de Ben Laden, que Daesh a été également défait territorialement avant l'assassinat ou la neutralisation de Baghdadi. Alors, par conséquent, je ne pense pas que ce soit un élément central. Alors, bien sûr, sur le plan symbolique, c'est important. Également, sur le plan opérationnel, ça peut être un coup dur, à condition, bien sûr, que ce soit un nombre important de dirigeants et pas un ou deux. Israël, aujourd'hui, à mon avis, a des capacités assez importantes. On a localisé, notamment pour ce qui concerne le Sinois, et également d'autres chefs à l'extérieur de la bande de Gaza, bon, à Doha et ailleurs, et au Liban. Ce qui fait qu'Israël est réticent, c'est d'abord les otages.
parce que si noir, on le sait, il y a au moins 2 dizaines d'otages qui se trouvent en permanence dans son périmètre et qui circulent avec lui. C'est un petit peu son assurance vie. Peut-être que c'est comme ça qu'il va ou qu'il pense pouvoir s'évader ou fuir la bande de Gaza après l'effondrement total. Il y a également la question des victimes collatérales, notamment pour ce qui concerne les dirigeants du Hamas qui résident à Beyrouth et ou au Liban. Et puis, il y a également la question de la souveraineté. Pour le cas du Qatar, par exemple, il y a le plus grand nombre des dirigeants du Hamas, le bureau politique, et pas que le bureau politique, sont aujourd'hui à Doha, la capitale du Qatar. Et puis, voilà, Israël n'a pas envie parce que on a quand même des relations avec le Qatar. Et puis, c'est le Qatar qui mène les négociations avec le Hamas, même si je, je n'aime pas beaucoup cette formulation, parce que je considère qu'Israël négocie avec le Qatar via la médiation américaine et ne négocie pas avec le Hamas via la médiation du Qatar. Le Qatar est complètement complice. C'est celui qui finance et qui héberge le bureau politique, qui est complice de l'ensemble des crimes commis par le Hamas. Les tunnels ont été financés par le Qatar, les roquettes, les missiles que nous recevions, nous avons reçus pendant toutes ces années, c'était le Qatar, et ainsi de suite. Donc le Qatar est un sponsor du Hamas, c'est un allié, c'est un hébergeur, et c'est également un complice. Mais pour des raisons liées aux négociations sur les otages et puis également liées aux relations d'Israël avec les pays du Golfe, parce qu'après tout, le Qatar est membre du Conseil de coopération des États du Golfe, et bien Israël, manifestement, a décidé de ne pas s'en prendre aux dirigeants du Hamas résidant et donnant des ordres depuis Doha. Alors, Meir, il y a le sud, mais il y a aussi le danger du nord. Depuis plusieurs semaines, des missiles lancés par le Hezbollah tombent sur le nord d'Israël. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont été obligés de quitter leur habitation. Euh, alors, à votre avis, est-ce qu'on est à la veille d'une offensive de Tsahal vers le Liban pour éradiquer le Hezbollah? Alors, ce n'est pas à exclure. Et puis, même si ça n'était pas la volonté d'Israël et qu'on part du principe que ce n'est pas non plus la volonté de l'autre camp qui cherche à, à- à faire euh, à aller jusqu'au bout et sans pour autant me provoquer une guerre. Mais on n'est pas à l'abri d'un quelconque dérapage. Je rappelle ici que la guerre de 2006 n'était pas prévue ni par le Hezbollah et bien sûr pas par Israël, mais que ils ont réussi le Hezbollah à l'époque avait réussi à enlever trois soldats israéliens et puis voilà, ça a provoqué l'intervention terrestre israélienne. Et aujourd'hui, le Hezbollah a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas réussi, d'enlever des Israéliens, que ce soit des militaires ou des civils. Donc, le risque de dérapage existe. Au-delà du risque de dérapage, il est certain que le Hezbollah a atteint quand même un niveau de provocation et d'atteinte à la souveraineté israélienne qui ne peut être supporté par un État qui a tout intérêt à, à regagner, à conserver, à renforcer son pouvoir de dissuasion. C'est une situation qui est absolument insupportable. Le Hezbollah aujourd'hui, non seulement le Hezbollah euh, défie la souveraineté d'Israël, commet des actes qui sont considérés comme des crimes de guerre, d'ailleurs sans aucune motivation compréhensible. Le motif, c'est d'être solidaire avec Gaza, de faire pression sur Israël, sur Tsahal pour rendre plus difficile la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis, enfin, il y a le fait que le Hezbollah a profité de cette situation pour reprendre le contrôle du sud Liban. Or, depuis 2006, le Hezbollah n'avait plus l'autorisation d'être dans le sud Liban en vertu de la résolution 1701
le Hezbollah avait été chassé au-dessus du fleuve Litani, ça veut dire à 40 km de la frontière internationale entre le Liban et Israël, zone supervisée par la FINUL, cette force onusienne qui est censée assurer la paix et surveiller également la frontière. Or, on voit aujourd'hui que le Hezbollah a repris ce territoire et il n'est pas question pour lui de reculer. Autrement dit, ce sont des résolutions, la résolution 15 059 et la résolution 1701 qui sont complètement bafouées par le Hezbollah, mais surtout par l'État libanais, puisque c'est l'État libanais qui est censé faire appliquer ces résolutions, le Liban étant jusqu'à nouvel ordre souverain sur ses terres, jusqu'à la frontière internationale avec Israël. Et donc, c'est quand même quelque chose de pas supportable pour Israël. Et puis, même si le Hezbollah cesse les hostilités, ça ne suffit pas pour Israël. Il faut qu'il quitte ses positions. Et donc, le risque existe. Le risque est réel, le risque d'intervention militaire au Liban par Israël. Nous avons des personnes déplacées, nous avons 80 000 déplacés euh, des villes et des villages limitrophes au Liban. C'est quelque chose aussi d'inédit depuis la guerre de 2006 et même avant. Et donc, à partir de là, je considère que le risque, oui, le risque existe et il est même important. Merci Meir Masri de nous avoir éclairé, en tout cas, notamment dans votre première partie sur les traités dans le détail pour comprendre un petit peu la situation et surtout pour apporter des réponses aux détracteurs d'Israël. C'est ce que l'on essaie de faire dans cette émission. Merci à vous. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci beaucoup. Merci À d'avoir bientôt. accordé ce moment. Voilà, une petite pause musicale et nous allons revenir en studio avec notre prochain invité, Daniel Sheikh, représentant du Forum des familles des otages sur le plan diplomatique à l'international et surtout, doit-on le rappeler, ancien ambassadeur d'Israël en France. Voilà, nous revenons au plateau pour accueillir notre deuxième invité, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France que l'on ne présente plus sur Radio Kol Aviv. Et surtout, aujourd'hui, c'est le représentant diplomatique des familles des otages que nous allons recevoir. Bonjour Daniel Sheikh. Bonjour, chers amis. On vous entend pas. Bonjour, bonjour, chers amis. Voilà, super, super. Alors, Daniel Sheikh, la première question qu'on voudrait vous poser et qui est une question essentielle et centrale. Hein. On a écouté la conférence de presse du Premier ministre et même les déclarations du président Herzog, président de l'État d'Israël. Et la question était de savoir quelle était la priorité, sortir les otages ou bien alors faire la pression militaire pour sortir des otages. Et d'ailleurs, on a vu, il y a en milieu de semaine dernière, une libération des soldats, des otages, de deux otages israélo-argentins qui ont été sauvés dans une opération militaire par Tsahal à Khan Younes. Et donc, on s'aperçoit que est-ce que c'était un moment de communication? C'était à la fin, c'était quand même une réalité. Et là, la régie nous montre le sauvetage donc de ces deux otages israéliens par Tsahal, un moment très très émouvant d'ailleurs, et qui pourrait nous faire comprendre que la pression militaire et l'action militaire peut éventuellement faire sortir les otages. Alors que la notion de relation avec, de négociation avec un Hamas qui demande l'impossible à Israël. Alors, vous posez plusieurs questions là. Je vais commencer par la question en général. Clairement, dans cette maison où je suis actuellement, au QG du Forum des familles des otages, la priorité, c'est la libération des otages. Et d'ailleurs, dans cette question qui nous accompagne depuis des mois, nous, je dis l'opinion publique israélienne, mais aussi le gouvernement israélien, c'est-à-dire la question de savoir entre les deux
les deux objectifs de la guerre, vaincre le Hamas et libérer les otages, quel est le plus important? Moi, je dis une chose simple. Moi, je ne sais pas répondre quel est le plus important. Je peux dire avec certitude et sans équivoque laquelle est plus urgente. On peut vaincre le Hamas dans 3 mois ou dans 6 mois. On ne pourra pas libérer les otages vivants dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc, s'il n'y a pas de hiérarchie d'importance, il y a certainement une hiérarchie d'urgence. Maintenant, spécifiquement sur la libération de nos deux amis israélo-argentins, oui, c'est un moment de grande joie et d'enthousiasme, aucun doute. Mais je vous ferai remarquer que ces deux personnes qui ont été libérées, ces deux hommes qui ont été libérés, étaient les premiers à dire, avec toute la joie de voir les soldats de Tsahal venir nous secourir, ce n'est pas la méthode, ce ne sera pas la méthode pour libérer un grand nombre, c'est-à-dire les 134 otages qui restent. Faites simplement, essayez d'imaginer, les otages sont en groupe de 2 ou 3, combien de temps il va falloir et quels efforts militaires il va falloir pour libérer 134 otages qui restent. Donc, avec toute la joie, et évidemment, chaque otage qui est libéré, c'est une vague de joie qui traverse cette maison, je vous l'assure, ça n'a fait que renforcer la certitude que le seul moyen pour libérer en sécurité un grand nombre d'otages reste un accord négocié. Alors justement, Daniel Cheikh, à propos d'accords négociés, le président Herzog a rencontré le Premier ministre qatari. Il a indiqué que cette déclaration, pardon, cette rencontre s'était plutôt bien passée. En même temps, on reçoit du Qatar des messages très contradictoires. Alors, vous allez me dire, il faut négocier avec tout le monde pour obtenir la libération des otages, mais qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement des Qataris? Il faut s'attendre à ce qu'ils soient plus actifs et plus présents et plus raisonnables dans cette négociation. Ils ne sont pas des figurants. Et même si les Qataris semblent euh, apprécier le rôle qu'il leur est donné d'être à l'avant de cette affaire et de cette négociation, moi je pense que leur responsabilité va bien, bien au-delà. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la pression sur les Qataris doit continuer, devra peut-être s'accentuer. Euh, il faut dire que les Qataris ne sont pas les seuls sur le terrain de cette médiation. Il y a aussi l'Égypte qui n'a pas encore réussi à obtenir un accord, contrairement aux Qataris dans le passé. Et il y a évidemment une présence très très forte des Américains qui reste indispensable pour pousser les intermédiaires, mais aussi les parties elles-mêmes, à faire des efforts plus importants et plus considérables. Je dois vous dire que parmi les familles d'otages et dans cette maison, avec les centaines de bénévoles qui opèrent ici depuis de longs mois, euh, ce sont des jours très difficiles parce qu'il n'y a pas véritablement de sentiment que d'honnêtes et de véritables efforts soient déployés de part et d'autre de cette négociation. Et il est évident que le temps est un facteur majeur pour la réussite d'une telle négociation, parce que réussir une négociation dans 6 semaines ou dans 4 semaines pourrait être traduit dans une réalité tragique que le nombre de corps détenus par le Hamas sera plus important que le nombre d'otages vivants.
On voit bien la difficulté et puis le psychodrame de cette libération des otages. Alors, on a parlé du Qatar et le ministre des Affaires étrangères qatari n'a pas hésité à s'agacer contre le Hamas en leur expliquant que l'arrêt de la guerre ne signifie, que la libération des otages ne signifiait pas l'arrêt de la guerre. Un petit peu ce que disent les Israéliens, mais en parlant de cette négociation, on peut se poser la question jusqu'où le gouvernement israélien, pour libérer les otages, serait capable d'aller, parce que c'est ça la problématique. Est-ce que c'est d'arrêter les combats? Est-ce que c'est de le retrait de? Est-ce qu'il faut subir? Est-ce qu'Israël doit subir le diktat, en tout cas, voilà, du Hamas pour libérer les otages, coûte que coûte? Est-ce que c'est ça l'idée? Écoute, ça ne veut rien dire, cher ami. Ça ne veut rien dire. Il faut toujours délimiter le prix. Quel est le prix exact? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je pense, et d'ailleurs, je pense deux choses. La première, c'est de confronter les familles des otages avec ce dilemme est profondément injuste. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'ils vont parler à la mère d'une jeune femme otage et lui dira, vous savez, la libération de votre fille va coûter la libération de 500 terroristes du Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'elle va dire, ah non, 500 c'est trop, donc elle peut rester à Gaza, ma fille? Ce n'est pas raisonnable de mettre ce dilemme devant les familles elles-mêmes. C'est la responsabilité du gouvernement de faire ses calculs et c'est la responsabilité de ces familles de tout faire pour faire pression sur le gouvernement. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, il est plus philosophique. Ces otages sont à Gaza à cause d'un échec profond de l'État. Peu importe qui est responsable, qui porte la responsabilité, à qui la faute, ce n'est pas du tout la question. Le fait est qu'il y a un contrat fondamental entre l'État et ses citoyens, et le paragraphe numéro un de ce contrat dit l'État va assurer la sécurité de ses citoyens. Ce paragraphe-là a été rompu, et ce sont là les victimes aux côtés des 1200 personnes qui ont été assassinées ce jour-là, et je ne compte pas les centaines, malheureusement, de soldats qui sont devenus des victimes de cet incident du 7 octobre depuis. Mais les 134 otages qui restent font partie de ces victimes. Et je pense que l'État doit faire vraiment tout ce qui est dans la limite du possible pour rectifier cette faute. C'est le moindre des choses qu'on puisse offrir à ces familles dont beaucoup ne vont plus revoir leurs proches en vie, et même ceux qui vont revenir seront des personnes marquées pour la vie par une expérience traumatisante qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, moi, je ne sais pas mettre le prix exact, mais je pense que c'est la moindre des choses que l'État mette la question de la libération des otages très haut, au plus haut de ses priorités. Alors, Daniel Sheikh, on avait beaucoup parlé il y a quelques semaines de l'acheminement de médicaments aux otages. Est-ce qu'ils sont véritablement parvenus à bon port? Et puis on a entendu une information un petit peu étrange, c'est que les familles d'otages auraient, elles, réussi à en faire parvenir. Et de façon générale, que sait-on aujourd'hui sur, j'allais dire, l'état de santé des otages qui restent en vie à Gaza? Alors, on sait très peu, évidemment, mais pour citer le directeur du pôle médical du Forum des familles, le professeur Haggai Levin, il dit une chose très simple. Au bout de presque 140 jours de captivité,
sans eau potable suffisante, sans nourriture suffisante, sans lumière du jour, avec de l'air insuffisant et impur, je vous promets, dit Praga Levin, qu'il n'y a pas un seul otage qui est en bonne santé. Pas un seul. Ils sont tous malades et ils ont tous besoin de soins. Maintenant, il y a parmi les 134 otages qu'on connaît, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont été blessées pendant leur captivité et dont les soins sont au mieux incertains, probablement inexistants. Et pour eux, évidemment, l'urgence est plus grande. Même les maladies les plus banales dans des conditions normales, comme le diabète ou l'asthme, avec lesquels des personnes en conditions normales peuvent vivre jusqu'à 120 ans sans problème, dans des conditions de captivité comme on les connaît et comme elles ont été décrites par les otages qui ont été libérés redeviennent des maladies avec un danger de mort. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Maintenant, vous me demandez, Chaim, si les médicaments que nous avons essayé d'acheminer sont arrivés. Je ne le sais pas. En toute probabilité, non. Euh, Par exemple, les deux hommes libérés la semaine dernière, devaient être destinataires d'une partie de ces médicaments et ils ne les ont pas obtenus. Est-ce que cela veut dire que personne ne les a obtenus? Non, je ne le sais pas, je ne peux pas le dire. Mais moi, je n'ai pas vu de preuve que les médicaments promis par le Hamas qu'ils arriveraient à bon port le sont véritablement. Je ne le sais pas avec certitude. Alors, Daniel Check, tout à l'heure, vous faisiez référence à ces trois paramètres de la responsabilité, en tout cas des responsables gouvernementaux, sur d'abord le 7 octobre, avec ces presque 1200 morts en l'espace de quelques heures massacrés par les terroristes du Hamas. Les otages qui ont été, donc les Israéliens qui ont été enlevés et donc retenus en otage à Gaza. Et puis, vous avez fait référence à ces 239 soldats qui sont tombés depuis le 27 octobre, depuis l'incursion terrestre et l'action militaire de Tsahal à Gaza. Ces trois paramètres qui sont assez compliqués à gérer. Et, on a l'impression que il se passe quelque chose en Israël et avec une scission très importante. On a vu hier des manifestations très graves à Tel Aviv où il y a eu même quelques heurts entre les représentants des uns et des autres. On a l'impression de retourner à la case départ d'avant le 7 octobre. C'est un peu désolant. Et chacun voit, j'allais dire, midi à sa porte, les familles des otages qui veulent récupérer les otages, bien entendu. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est normal, ça fait partie du jeu. Les familles qui ont perdu leur père, leur mère, leurs enfants le 7 octobre, et puis les familles des soldats qui sont partis combattre justement pour la sécurité d'Israël et qui ne veulent pas que ça s'arrête comme ça. Et donc on a une sensation d'un climat un peu difficile en Israël. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette situation, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit? Oui, enfin, qu'il y ait un climat difficile, à mon avis, c'est pas difficile à imaginer. Les temps sont durs, les tensions sont hautes et les craintes sont énormes. Je pense qu'il n'y a pas un seul Israélien qui ne s'inquiète pas pour les soldats qui combattent. Il n'y a pas un Israélien qui aimerait voir le Hamas reprendre le pouvoir à Gaza facilement et faire comme il vient
comme il le fait sans arrêt de promettre qu'à la prochaine occasion, ils vont répéter le 7 octobre. Mais euh, la question, c'est comment on traduit les sentiments en politique et en pratique gouvernementale. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Je pense qu'on peut euh, hiérarchiser les choses par leur urgence. Qu'est-ce que cela veut dire l'arrêt des combats avec le Hamas? Regardez 20 ans en arrière. Est-ce qu'on n'a jamais arrêté le combat contre le Hamas? Est-ce que si il y aura une pause de 45 jours ou de 3 mois, est-ce que cela veut dire que Israël n'aura pas le droit de continuer à se battre à la première occasion et on peut compter sur le Hamas qu'il y aura une occasion? Donc là aussi, vous savez, il y a eu un échec le 7 octobre et c'est peut-être cruel de le dire, mais les échecs, ça se paye. Ça se paye. On ne peut pas aujourd'hui, après le 7 octobre, avoir la tête froide et dire comme si rien ne s'était passé, on va faire ce qui est le plus raisonnable, le plus rationnel, etc. Non, il faut d'abord essayer de sauver ce qu'on peut. Les 1200 morts, on ne peut plus les sauver. On ne pourra plus consoler les familles. Mais ici, il s'agit de personnes qui sont à moins de 100 kilomètres de leur famille et qui peut-être sont encore vivants. Est-ce que un juif ne voudrait pas les sauver? Est-ce qu'un gouvernement ne trouverait pas le moyen de sauver ces personnes et quand même gagner la guerre? Est-ce qu'il pourra gagner la guerre, avoir le sentiment d'avoir gagné la guerre si ces personnes sont sacrifiées? Est-ce que c'est ça l'éthique juive? Est-ce que c'est ça l'éthique de l'État d'Israël? Moi, je pense que non. Tout à fait. Tout Alors, Daniel, pardon, Daniel Cheikh, excusez-moi, deux questions. En tant que responsable diplomatique là, du Forum des familles des otages, on a vu que des parents d'otages ont eu la possibilité de rencontrer des responsables politiques un petit peu partout à travers le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite confidence et nous dire auprès de quels dirigeants la parole de ses parents a été la mieux entendue? Et puis, deuxième question, vous le savez, le 7 février, Emmanuel Macron a organisé un hommage pour les victimes françaises qui sont mortes le 7 octobre et il a annoncé en même temps un temps mémoriel pour les victimes à Gaza. Alors, comment vous réagissez à tout ça? Alors, d'abord, nous avons, rien qu'au Forum des familles ici, organisé à peu près 150 délégations de familles d'otages ou d'otages libérés à travers le monde pour rencontrer des responsables politiques, des médias, des élus, mais aussi des personnalités du monde de l'art, du spectacle, des intellectuels, essayer de leur faire rencontrer toute personne qui a une voix et qui a une audience, qui a des gens qui écoutent. Nous avons constaté que ce genre de rencontre transforme les personnes qui rencontrent ces familles. Le fait de transformer cette mosaïque qui se trouve derrière moi, un peu abstraite, qui décrit tous les otages, de transformer ça en individu, en histoire personnelle d'un otage et de sa famille, c'est quelque chose qui marque les gens. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire, Chaim, qui a écouté le mieux. Sans doute Joe Biden, sans doute le chancelier Scholz, mais sans doute aussi des responsables de pays qui sont a priori moins influents sur la situation. L'approche de ce forum, c'est de dire
on ne sait pas ce qui va marcher. On ne sait pas, on ne peut pas savoir d'avance quelle démarche va finir d'avoir un poids dans ce qui va se passer. Malheureusement, on ne peut pas calculer de manière facile. Dire, quand on rentre chez soi le soir, après une longue journée, dire: «Ah, j'ai eu une bonne journée, j'ai libéré 3 otages». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un travail extrêmement frustrant où on fait tout ce qui vous vient à l'idée. Et sauf si nous avons le sentiment que c'est quelque chose qui peut nuire à la cause, on va essayer. Et donc, pour moi, il n'y a pas véritablement de différence entre une rencontre avec Joe Biden ou une rencontre avec le président du Costa Rica. Même si sur le papier, évidemment, leur poids n'est pas égal. Pour parler d'Emmanuel Macron et de la France, d'abord, je veux vous dire que la France, depuis le début de cette crise, a été exemplaire dans la manière dont elle traite de la question des otages. Beaucoup de choses on ne connaît pas, ne sont pas faites de manière publique et c'est pas moi qui vais les dévoiler, mais je sais que la France a été active beaucoup plus que beaucoup d'autres pays et pas uniquement à cause des otages français. Évidemment, la France s'occupe particulièrement des victimes et des otages de nationalité française. C'est normal, on n'attendrait pas autre chose. Mais elle ne s'arrête pas là, et elle continue d'agir là où elle peut. Et la France est sans doute un pays qui a du poids et qui peut agir, même pour les autres otages. Moi, je n'étais pas à l'hommage du 7 février. Émilie Moatti, ma compagne, et qui est aussi active ici au pôle diplomatique, l'a été avec plusieurs familles d'otages parce que nous avions demandé à la France d'inclure dans cette cérémonie, qui était évidemment consacrée aux victimes avant tout, mais d'inclure aussi les otages ou les familles d'otages. Et je sais qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec une otage libérée, avec Moran Stellayanay, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'écoute. Et honnêtement, que ce soit l'ambassade à Tel Aviv ou que ce soit les autorités françaises, j'ai vraiment peu de reproches que je peux imaginer sur le comportement. Maintenant, que la France fasse, mentionne aussi la mémoire de victimes innocentes palestiniennes, personnellement, ça ne me fait aucun souci. Merci Daniel Cheikh pour ce moment un peu difficile parce que parler des otages, c'est quelque chose de dramatique pour Israël et même, comme vous l'avez dit, pour tout le peuple juif. Si vous me permettez, je vais dire une dernière phrase à ce propos. J'ai eu 30 années de carrière extraordinaire dans la diplomatie israélienne. Je suis retraité depuis quelques années, je fais autre chose. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais eu le sentiment de faire une diplomatie plus importante et qui a plus de sens que ces derniers 4 mois. Chazak Baruch. Merci en tout cas Daniel Cheikh et merci aussi pour les familles des otages et votre implication, et vous venez de le préciser en tout cas. Et c'est quand même quelque chose de très très fort ce que vous nous dites aujourd'hui. À bientôt, j'espère en Israël peut-être dans le courant de la semaine. Voilà, on essaiera de venir vous voir. Avec plaisir. Merci. Voilà. Merci à vous. Nous allons faire peut-être Chaim une petite un petit moment. Avec plaisir, avec plaisir. Allez-y, Chaim, allez-y. Mais écoutez, je crois que il faut accepter que nous sommes dans une guerre qui est longue. C'est que on a été habitué à ce que d'autres guerres, comme la guerre de Kippour ou bien sûr la guerre de 6 jours, c'était très très court, mais en même temps, il faut se souvenir que d'autres épisodes, comme la guerre de 1982, qui s'appelait Paix pour la Galilée, a duré des mois
voire des années. Et je crois qu'il est important, et on va en parler avec notre prochain invité, que plus que jamais, nous soyons aux côtés de nos frères et de nos sœurs israéliens dans cette épreuve. Voilà, un petit jingle et nous revenons au studio. Voilà, nous revenons au studio pour aborder la troisième page de notre magazine Israël le Mag. Avec un invité particulier. Il s'agit d'un Français qui a décidé d'aller faire son volontariat, donner un petit peu de sa personne en Israël. C'est Bernard Musican, qui est aussi un responsable communautaire puisqu'il fait partie du bureau du comité directeur du CRIF et du Fonds social juif unifié. Bernard, bonjour. Est-ce Alors, que vous m'entendez bien? connecté. Oui, oui, Donc, vous êtes là? oui, oui, je suis là. On aimerait bien vous voir aussi, ça aurait été bien. Alors, je vais essayer de mettre la caméra. Normalement, c'est Oui. bon. Bonjour Bernard. Alors vous avez une très très belle vue derrière, c'est magnifique. Vous êtes, on a l'impression que vous êtes encore en Israël. Alors vous êtes parti faire ce volontariat. Qu'est-ce qui vous a motivé et comment vous avez organisé ce volontariat? Est-ce que vous êtes parti par une organisation spécifique ou vous l'avez fait spontanément tout seul? Alors, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Serge, bonjour Raïm. D'abord, c'est un volontariat. Enfin, ce n'est pas vraiment un volontariat. C'est un voyage de solidarité du KKL, le Keren Kayemet Israël, qui a été organisé du 6 au 13 février par le KKL Senior. Donc, nous avons fait un voyage, nous sommes restés 3 jours, enfin, nous avons dormi 3 jours à la mer Morte et 4 jours à Tel Aviv, où nous avons pu aller dans le sud, dans les kibbutzim du sud, à Sderot, et nous avons été ensuite voir Kikar HaChatoufim et d'autres centres, et nous avons fait de la cueillette de citron aussi. Est-ce que vous Alors, m'entendez? oui, alors Bernard, vous avez employé le mot de voyage de solidarité. Vous aviez déjà effectué des voyages de solidarité au moment de l'intifada numéro 2. Et là, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce type de voyage de solidarité? Comment avez-vous trouvé la société israélienne? Alors, je crois qu'un des moments les plus poignants, c'est dans les hôtels, quand on croise ce qu'en hébreu on appelle des personnes déplacées. Ce sont des réfugiés de l'intérieur qui viennent de Sderot ou de Kiryat Shmona, et qui, en fait, à qui soit l'armée leur a demandé de partir, de quitter leur maison pour se mettre à l'abri, soit ils ont perdu leur maison. Et vous retrouvez avec des gens qui écarquillent les yeux quand vous dites que vous êtes touriste, entre guillemets touriste. Hein. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression qu'ils sont euh, abandonnés du monde. Hein. Et le fait d'avoir quelques juifs de diaspora qui viennent les voir, ça les réconforte. Et plusieurs fois, on m'a dit, Kol hakavod shebatem bisman hamilchama. Bravo pour être venu en temps de guerre. Et ça, c'est très important parce que vous avez dans les hôtels la majorité des chambres qui sont occupées par des réfugiés de l'intérieur, des personnes qui sont un peu perdues. On a vu des enfants, par exemple, une femme de Sderot qui a ses 3 enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Ils ne veulent plus. Un monsieur à Tel Aviv, un monsieur très âgé qui venait de Kiryat Shmona, qui est assis sur une chaise en train de regarder la rue toute la journée. Et on lui dit, il y a
le chômeur, le gardien, qui lui a dit, bon, ben, j'espère que tu rentreras bientôt. Il dit, je sais pas, c'est tellement le balagan. Donc, ces gens-là, dans le train, je vais vous raconter une anecdote. Dans le train, j'ai pris le train pour aller de Natania à l'aéroport à Lodz. Et puis, c'est toujours amusant parce qu'on est là avec son appli mobile pour essayer de trouver le meilleur chemin. Et puis, il y en a un qui dit non, il vaut mieux descendre là, l'autre qui dit il vaut mieux descendre là. Et on a parlé avec une jeune femme de Netivot qui se retrouve, bon, qui a été, je vais dire, pas forcée, mais qui en a eu marre de prendre des bombes sur la tête depuis des roquettes depuis 20 ans et qui est partie à Natania avec son mari et ses enfants. Et elle, qui est touchée aussi psychologiquement, va faire du volontariat dans les hôtels d'Herzliya et de Ranana pour les autres personnes déplacées. Et elle est très aigrie parce que l'État ne l'aide pas, parce qu'elle n'est pas en première ligne. Donc, si je peux résumer à quelques sentiments, il y a un sentiment énorme d'unité. Vous voyez partout des affiches pour les otages, des autocollants, la même affiche Yachad Menatseach, Kol Hakavod les Israël, les Tzahal. Et vous voyez en même temps des gens, vous voyez des gens qui se baladent en pyjama dans l'hôtel ou parfois dans la rue parce ils sont perdus, pas vraiment d'espoir de rentrer chez eux, pas vraiment de vision sur la fin de la guerre. Et quand vous allez à Kikar HaChatoufim, à Tel Aviv, donc la place des otages qui est à côté du théâtre Cameri, à côté de l'opéra, discuter avec des otages, c'est terrible, hein, parce que, pardon, des familles d'otages, c'est terrible parce que vous voyez par exemple une femme qui a un t-shirt dans lequel elle a la photo de sa fille qui a été tuée, la photo de son mari qui est otage à Gaza. Ce sont des gens qui ont une force de résilience incroyable, incroyable. Il y a des moments, je peux vous raconter des dizaines de moments très très forts, très très forts. Genre en citer deux qui m'ont vraiment marqué. Dès que nous sommes arrivés, nous sommes allés au kibbutz Reim, qui est en première ligne, hein, qui a été l'un des plus frappés. Ce kibbutz maintenant, sur 150 habitants à la base, avant le 7 octobre, il y en a 20 qui sont revenus. Nous avons vu un Asiatique. Alors, je ne sais pas si c'est un bot people ou quelqu'un qui a été adopté. Ça fait 25 ans qu'il a fait son aliyah. Le 7 octobre, il était dans le mamad de sa maison. Sa maison, c'était la deuxième qui a été touchée, qui était au bord de la crise, hein, on va dire au bord de la frontière. Sa maison a été vraiment canardée, brûlée. Lui, il était dans le mamad avec sa femme et sa fille. Par moment, il ouvrit la fenêtre pour avoir un peu d'air, pour respirer. Et il était en WhatsApp avec son fils et son fils a été tué. Ils sont partis dans un autre kibbutz, à Machavé Sadeh. Ils n'ont pas voulu aller à Tel Aviv. Et ce Joe, que vous pouvez voir sur ma page Facebook, vous pouvez voir la vidéo que j'ai filmée. Ça fait 25 ans qu'il est en Israël et il est revenu, il a décidé de revenir au kibbutz Reim. Il est l'un des 20 qui est là-bas. Ça, c'est un moment très fort et c'est un moment encore plus fort parce qu'il s'est exprimé pour la première fois en français. Vous avez des rescapés, hein, on va les appeler comme ça, qui parlent en anglais ou en hébreu. Quand ce sont des rescapés francophones qui parlent en français, il y a la notion de distance linguistique qui disparaît. Et ils s'expriment dans leur langue natale et ça leur fait encore plus de mal, encore plus de bien, je ne sais pas. Un autre point fort, c'est que juste après, nous sommes allés sur les lieux de Supernova. Vous vous souvenez cette route qu'on voyait à la télévision, hein, le lendemain du 7 octobre, avec des voitures partout qui avaient été brûlées, enfin, il y avait eu des massacres. Cette route est dégagée. Et ce qu'on voit, ce sont des anémones. Il y a des anémones partout parce que en ce moment, les anémones fleurissent. Donc, vous avez des très beaux champs tout rouges. Et c'est le festival des anémones qui, chaque année, donne lieu à des réjouissances, des festivités. Et là, on est allé sur Supernova. Sur Supernova, vous avez 364 drapeaux
364 arbres qui ont été plantés à la mémoire des 364 personnes qui ont été massacrées, assassinées sur ce lieu. Et il y avait une soldate qui devait avoir peut-être 22, 23 ans, qui était assise en lotus devant un drapeau. C'était la photo de sa meilleure amie qui avait été tuée là-bas. Et elle pleurait, elle n'arrivait pas à parler. Donc, vous allez parler avec des gens, vous avez plein de groupes de militaires qui viennent là, de groupes de, je ne vais pas dire de groupes de touristes, hein, c'est pas vraiment du tourisme, c'est pas l'exhibitionnisme non plus, mais c'est quelque chose, un moment très très fort, euh, où vous voyez ce qui reste de la scène, ce qui reste du spectacle, et puis les gens sont très aigris parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est des gens qu'ils aimaient et qu'ils aidaient. Que les Palestiniens qu'ils faisaient travailler, qu'ils amenaient à l'hôpital pour se faire soigner, à qui donner quoi manger, ils ont dressé des cartes de tous les kibbutzim avec les noms et le nombre de personnes à l'intérieur et la localisation précise. Ils ont donc ce sentiment d'avoir été trahis, complètement trahis, de ne plus avoir d'espoir de paix avec eux. Et, et puis aussi, ont le sentiment d'avoir été trahis par le gouvernement qui, depuis 2005, a évacué Gaza et qui a laissé roquettes tomber, d'opérations se dérouler petit à petit. Et puis là, maintenant, pour cette population proche de Gaza, de l'enveloppe de Gaza, on y va. On y va et on espère que cette fois-ci, il y aura quelque chose. Mais les gens sont vraiment à la fois dans l'ardoute, hein, dans l'unité, et à la fois beaucoup dans le doute. Le jour d'après, la libération des otages, il y avait des bruits qui circulent sur les grands otages qui sont morts, on ne sait pas, ça n'a pas été, ça n'a pas été encore fiché. Et puis la politique revient. C'est-à-dire que sur le même abribus, vous allez avoir une affiche qui est pour la libération des otages et ensemble nous vaincrons, et une autre qui demande des élections maintenant. Et ça commence. Vous avez des moments qui sont si, mais on a des larmes aux yeux. Il y a à Galitz un parking qui a été transformé en base de restauration et de repos pour les soldats qui rentrent et qui sortent de Gaza. C'est à mi-chemin à peu près. Et donc, vous avez là-bas des gens, des bénévoles qui ont commencé à porter des hamburgers, à faire 10, 15, 20. Maintenant, je crois qu'ils sont à 5000 par jour. C'est très amusant parce que vous avez un coin marqué Bassari, un coin Halavi, vous avez des machines à laver, vous avez des coiffeurs, vous avez des masseurs, vous avez des douches. Et tout ça, évidemment, bénévolat. Tout ça est gratuit et ça montre que le peuple d'Israël, que le peuple juif, dans son intégrité, est derrière ça. Alors, Bernard, vous avez parlé de ce que vous appelez factuel, en tout cas de ce que vous avez vécu. Moi, j'aurais voulu avoir votre ressenti, votre sentiment quand vous avez vu tout ça. C'était quoi? De la colère? C'était vous avez parlé de solidarité. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'on est le peuple juif et il est entier et un. Et on va pas par solidarité, on va parce que ça fait partie de nous. Mais quel est votre sentiment vrai? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là-bas? Ben, on ressent, je veux dire, l'inutilité d'être en diaspora. C'est peut-être le sentiment le plus fort. C'est-à-dire que nous, on est là en train de regarder les infos sur I24 ou d'écouter Paul Aviv ou d'autres radios. Quand on est sur place, voilà, on est allé cueillir des citrons. Et les citrons, on était à Kfar Barbour, pas loin d'Ashdod, et des citrons partout. Vous avez
vraiment à perte de vue, vous avez les citronniers. Ces citronniers, ces citrons, ils sont sur les arbres, ils auraient dû être cueillis il y a un mois. Alors là, je ne sais pas si c'est les citronniers qu'on voit là, vous voit en train de ramasser quelque chose. Je pense que c'est des citrons. C'est possible, vraiment, ils sont très gros, et pour certains, ils sont en train de pourrir sur les arbres. Évidemment, il n'y a plus personne qui les ramasse parce que c'est aussi le retour de bâton pour les Palestiniens. C'était les ouvriers palestiniens qui venaient de Hébron, qui évidemment maintenant ne viennent plus. Donc, on les a aidés, on était une quarantaine dans le groupe, on a accueilli, de ce que j'ai entendu, 2,5 tonnes en 2 heures, 3 heures. Bah, c'était pas grand-chose, hein, parce que on a accueilli même pas peut-être 1%, 2% de ce qu'il y avait, mais ça a aidé l'agriculteur. Autre point aussi qui nous réconforte et réconforte un peu les Israéliens, on est allé à l'hôpital Tel HaShomer. À l'hôpital Tel HaShomer, euh, on a visité des salles dans lesquelles il y a un kiné par soldat. Un kiné par soldat qui les suit jusqu'au bout de leur rééducation. Et on a vu des soldats, on a vu un jeune de, je sais pas, 22 ans, 23 ans, qui a eu le temps juste de sortir de sa voiture à Sderot, une roquette qui lui a fracassé la jambe, il a été amputé. C'est lui qui nous remerciait d'être là. Donc, ça, ces petits gestes, c'est de la solidarité. Et c'est le fait d'être là, de pouvoir, je dirais, je sais pas, je demandais à un copain qui a une pâtisserie d'amener des viennoiseries aux soldats parce qu'il y avait un soldat qui rêvait de millefeuilles. Voilà. S'il y a des gens qui vont en Israël et qui peuvent apporter un millefeuille à l'hôpital Tel HaShomer, des millefeuilles à l'hôpital Tel HaShomer à ces soldats, ça sera une grande mitzvah. C'est des gestes qui sont simples, hein, euh, mais je suis allé au musée à nous, hein, après le départ du groupe, au musée l'ancien musée de la diaspora qui est extraordinaire. Si vous n'y connaissez pas, il faut vraiment y aller. Et le type à l'entrée qui vend des billets demandait si je suis israélien, si je suis retraité, si voilà, et si je suis ou si je suis taillard, si je suis touriste. Et il m'a fait répéter 2 fois ou 3 fois que j'étais touriste. C'est-à-dire que c'est pas l'exhibitionnisme, mais le fait d'aller sur place, vous vous rendez compte de la réalité des choses. C'est un pays qui est résilient, qui dit. Vous allez à Tel Aviv, vous avez des constructions partout. Vous allez à Sderot, on a visité un centre de résilience, les gens, ils attendent de rentrer chez eux. Donc, le fait de parler avec les gens, le fait de parler, on a eu une soirée incroyable. On avait un ami, Isaac Ben Simon, dans le groupe, qui est chanteur. Donc, on a fait dans l'hôtel à Tel Aviv, on a commencé à chanter, on n'avait pas de guitare, et on a des Israéliens de Sderot qui sont venus. Eh ben, chanter avec nous, ça leur a fait du bien. Voilà. C'était, Alors, alors oui, Bernard, vous êtes de retour en France. Vous êtes un responsable communautaire. Alors, aujourd'hui, quel sens allez-vous donner à votre action? J'ai envie de vous dire ici ou là-bas. bah, je dirais ici pour là-bas, parce que d'abord, inciter les gens, inciter les gens à partir en Israël, même en ce moment, parce que ça donne de l'air. Ça donne de l'air par rapport à ce qu'on voit ici en France et ce qu'on imagine d'Israël. Bon, c'est un pays qui vit, où on peut se balader, on peut aller au resto. Je voudrais juste au passage remercier les organisateurs et le guide du voyage qui ont été incroyables. Donc Linda Wieselman qui a organisé, de KTL Paris, qui a organisé le groupe, Daniel Benlolo, qui est le Choliard, le délégué du KTL en France, et une guide extraordinaire qui s'appelle Myriam Kadouche, que je vous recommande si vous allez en Israël. Elle a une connaissance historique, une connaissance géographique incroyable, vraiment. Alors, ici, oui, évidemment, déjà, bah, je suis élu, comme vous l'avez dit, au comité directeur du CRIF et du FSU, donc il y a du boulot qui continue pour la France et pour Israël.
Évidemment au KKL. Et je vais faire la publicité. Il y a bientôt, très bientôt, un gala des amis de l'hôpital Chibat et la Chaumière. Ce qu'on voit là-bas est tellement extraordinaire que ça donne vraiment envie de les aider. C'est le plus grand hôpital d'Israël. C'est un des 10 meilleurs hôpitaux au monde. Donc c'est quelque chose, pour voir juste la piscine de rééducation avec les appareils qui sont dedans, voilà. Et une autre demande, s'il y a des psychologues qui nous écoutent, qu'ils puissent aider les Israéliens. On a une personne qui nous a raconté, une personne réfugiée, qui nous a dit que quand tu as un rendez-vous avec le psy le matin, c'est très bien parce qu'il t'écoute, il te réconforte. Quand tu as un rendez-vous avec le psy à la fin de la journée, c'est lui qui pleure. C'est terrible. C'est terrible. Et il y a, je crois, un psy pour 800 Israéliens, alors qu'il en faudrait comme des filles, hein, par personne. Il y a une atmosphère qui est, je sais pas, Tel Aviv, on sent pas la guerre, mais vous allez au Chouk à Carmel, vous allez acheter votre t-shirt, vous allez acheter vos légumes et vous voyez des photos d'otages. Et ça, c'est Kikara Khatoufi, ils ont reconstitué le tunnel. Ils ont une créativité incroyable euh, pour des petits objets à vendre, des cordons pour le téléphone, le petit, pour dû mettre le petit ruban jaune pour la libération des otages. Et en fait, on sent qu'il y a cette volonté, quoi. Merci Bernard Musicant de votre intervention. Surtout, merci de nous avoir exprimé tout ça, tout ce qu'on peut ressentir quand on va en Israël. Et j'incite tous les auditeurs et les auditrices, s'ils le peuvent, en tout cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à aller en Israël même pendant cette période-là, parce que c'est un moment, au-delà de la solidarité, c'est un moment d'union, en tout cas, du peuple juif. Merci Bernard. Je vous incite à aller voir, si vous voulez, des photos ou des témoignages sur mon compte Facebook ou mon compte LinkedIn où j'ai publié. Et pour la première fois de ma vie, sur Facebook, j'ai été obligé de fermer les commentaires à ceux qui ne sont pas mes amis parce qu'il y a un déferlement de haine contre Israël que je n'avais jamais ressenti. Ça, c'est un autre effet de bord. Ça va être c'est l'autre combat, en tout cas, que l'on doit avoir en France en tant que représentant communautaire. Merci Bernard. Voilà, notre émission est terminée. Chaim, juste un petit mot de conclusion, parce qu'on est un petit peu en retard comme d'habitude. Écoutez, c'est très simple, cette phrase, plus que jamais ensemble. Voilà, plus que jamais ensemble. Et moi, plus que jamais, je vous dirai, même si nous ne vivons pas en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. À ciao, à dans 15 jours. Bon courage à vous et bon courage à nos frères en Israël. Au revoir.